Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le Média, diffusée du lundi au jeudi à 19h en direct sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur lemediatv.fr. En première partie d'émission, on parlera Union des gauches avec notre chroniqueur Paul Hellec. On revient sur la tribune de Lucie Castet pour une gauche et de Glucksmann qui prépare une candidature dans son coin. Dans la seconde partie de cette émission, Jean-Marie Théodat, écrivain, géographe et maître de conférences à l'université Paris 1, me rejoindra pour parler de la situation en Haïti. C'est parti pour Au cœur de l'actu. Merci Paul de nous avoir rejoints sur ce plateau. On va commencer par aborder l'actualité avec cette tribune de Lucie Castet publiée aujourd'hui sur Libération. L'ex-candidate du NFP à Matignon lance un message simple et clair. Il faut, selon elle, organiser une primaire des gauches pour la présidentielle de 2027. Elle invite les chefs des partis de gauche et les écologistes à se rassembler le 2 juillet pour en parler. Ma première question, Paul, elle va être très simple. Est-ce que, selon toi, c'est encore possible de réunir toute la gauche à la même table après tout ce qui s'est passé depuis la dissolution de l'Assemblée nationale l'année dernière ? Bon, on ne peut jamais exclure en politique des revirements tactiques et des solutions. Je rappelle que quand il y a eu la dissolution, Emmanuel Macron comptait sur la division de la gauche et pensait qu'il serait impossible de retrouver une forme comme la NUPES, et il y a eu le nouveau Front populaire. Néanmoins, c'est vrai que les conditions ont changé et que la lettre de Lucie Castet est peu convaincante. D'abord parce qu'elle dit qu'il faudrait une consultation ou une primaire. Une consultation des partis qui décideraient tout d'un coup de quelle est la meilleure candidature, alors qu'effectivement, il y a eu des marques de désaccord assez franchement posées de part et d'autre, et surtout, on bute sur la même question, la question de l'unité pour l'unité. L'unité sans un fondement particulier, l'unité qui se ferait en dépit des défiances, des fois légitimes, que les uns ont envers les autres, les renoncements à des formes programmatiques qui avaient été annoncées. Donc oui, c'est peu convaincant, à mon avis, comme proposition. Je dirais que c'est du don quichotisme, en fait. On ne peut pas appeler des moulins à vent des géants et dire que c'est un combat de chevalerie. C'est un peu, une solution de la part de quelqu'un qui, en fait, n'a pas vraiment le choix. Je rappelle qu'elle a été la candidate désignée par les membres du Nouveau Front populaire pour être la première ministre et qu'en fait, elle est depuis une victime collatérale de la trahison du PS. Qui est le parti qui a arrêté de soutenir la ligne « On veut que Emmanuel Macron soutienne Lucie Castet, point barre », et a commencé à avoir un dialogue imaginaire avec le gouvernement sur le budget. C'est le Parti socialiste qui a essayé de changer son fusil d'épaule et de trouver une autre solution. Donc finalement, dans sa situation, elle l'avait dit, ça lui a coûté quand même cher de se proposer et de ne pas être nommée. Et donc face au coup de force d'Emmanuel Macron, le PS l'a lâché en rase campagne. Et donc elle est, comme beaucoup de gens à gauche, dans des solutions un peu toutes faites d'union pour l'union, de l'unité pour l'unité, que l'on retrouve chez ceux qui en fait ont un peu perdu au jeu des partis. Je rappelle qu'il y a aussi l'après, le mouvement qui réunit Clémentine Autain, Alexis Corbière, et un certain nombre d'autres responsables politiques qui sont un peu sur cette idée que sans unité, ils risquent de pas trop exister dans la période parce qu'ils ont des tout petits appareils, voire des semi-appareils. Et c'est un peu le résultat d'une situation où quand on ne sait pas quoi proposer ou qu'on n'a pas les moyens matériels, organisationnels de proposer autre chose, on revient sur cette question qui tourne en boucle. Est-ce que vous parlez d'une solution toute faite ? Est-ce que c'est pas surtout une solution totalement utopiste ? En tout cas, c'est une solution qui a été, à mon avis, déjà critiquée par le passé, si on parle de primaire. Il y a deux choses. Soit on parle de l'union pour l'union, mais encore une fois, comment on met d'accord des partis qui sont inégales dans leurs propositions programmatiques. Je dis, il y a des désaccords, c'est possible de les trancher, mais enfin, concrètement, vous avez la France Insoumise qui a un énorme programme, qu'il a amendé, retravaillé à pleine de périodes, et quand vous avez en face le Parti Socialiste ou les écologistes, je vous mets au défi de regarder c'est quoi leur programme. Moi, je regarde régulièrement sur les sites, etc. Il y a des grandes lignes, parfois des axes de travail, mais enfin, il n'y a pas un véritable programme avec des propositions. Donc, si on regarde les programmes qui sont en circulation, ça serait à la fois celui de la NUPES,
NUPES, celui du NFP, qui sont largement inspirés de celui de la France Insoumise. Et en dehors de ça, comment on met d'accord ces gens-là qui, en plus, sur le plan tactique ou à l'Assemblée nationale, se sont illustrés comme par des désaccords fondamentaux avec le Parti socialiste qui, encore une fois, fait un soutien critique au gouvernement pour ne pas le faire tomber lors de la période budgétaire, et de l'autre part, une opposition de la France Insoumise, des communistes et d'une partie des écologistes plus profonde. Donc c'est en partie utopiste, oui, c'est utopiste à partir du moment où on considère l'utopie comme une projection qui ne prend pas en compte des réalités matérielles et qui sont en face de nous. Et puis la question des primaires est aussi une problématique... je ne sais pas si c'est utopiste la question des primaires ou si c'est plutôt un recyclage d'une vieille idée qui n'a jamais fonctionné, en tout cas pour l'instant en France, parce que je rappelle que les primaires, il y a eu une primaire du Parti socialiste, puis une primaire du Parti socialiste ouverte à tous, mais enfin généralement ça n'a pas du tout rassemblé l'ensemble des candidats ou des organisations de gauche. Donc je dirais que c'est encore une fois, c'est une pierre jetée à l'eau et qui fait pas grand-chose, quoi. En tout cas, il y a une personne qui s'est déjà prononcée sur une candidature unique, c'est François Ruffin, au micro de France Inter, début avril. Écoutez. En tout cas, il faut une candidature commune. Il va falloir avancer. On ne peut pas se permettre, dans le temps où il y a l'extrême droite et l'extrême argent qui prennent en tenaille, on ne peut pas se permettre dans ce temps-là d'avoir la division qui pèse sur notre camp. Mais une candidature commune, ça pourrait être celle de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ce n'est pas à moi de le décider, ce n'est pas à Olivier Faure de le décider, ce n'est pas à Jean-Luc Mélenchon de le décider tout seul, mais qu'il peut y avoir un mode de désignation. La primaire en est un, on verra bien quel mécano se met en place, mais pour arriver à une candidature commune qui puisse soulever l'espoir et amener à la victoire. À la dernière présidentielle, François Ruffin, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon. Quand vous l'écoutez, vous qui le connaissez bien, est-ce que vous avez un doute sur le fait qu'il soit à nouveau candidat ? Écoutez, Madame Salamé, je ne viens pas pour faire un entretien sur Jean-Luc Mélenchon. C'est pas la question. Vous noterez qu'on vous a posé 250 questions qui n'ont rien à voir. Il y a 3 questions sur Jean-Luc Mélenchon. Je le dis, moi, mon objectif, c'est faire mieux pour qu'on ne me pose plus la question. Alors, on l'entend, il a assez mal à l'aise quand on lui parle de Jean-Luc Mélenchon, et c'est encore plus criant quand on voit les images de cette interview. Selon toi, est-ce que Jean-Luc Mélenchon représente encore une option pour 2027 pour la gauche ? Est-ce qu'il a une autre alternative crédible, en fait ? Est-ce qu'on a le choix ? Les alternatives peuvent émerger et les incarnations se trouvent parfois en sortant de son chapeau. Quelqu'un, la question, encore une fois, c'est pas nécessairement que l'incarnation, c'est qu'est-ce qui porte cette incarnation. Et Jean-Luc Mélenchon, pourquoi il apparaît crédible, en tout cas un candidat important de la gauche, c'est que par de multiples reprises, il a fait la démonstration d'une stratégie, d'un programme qui a fonctionné. Pas jusqu'au bout, pas jusqu'à la victoire, et c'est ce que lui reprochent ses détracteurs, mais il a fait d'abord 12%, puis 19%, puis 22%, et surtout, il a réussi à conquérir un électorat assez important à gauche, quand, justement, les gens qui disaient il faut s'allier historiquement derrière le parti le plus en tête, à gauche, qui était au Parti socialiste, ont fait des scores ridicules une première fois en 2017, et puis ont rempli en 2022, peu importe la leçon qu'ils avaient à tirer de 2017. Ce que je remarque, c'est ça, c'est qu'en gros, l'appel, encore une fois, à cette espèce de candidature commune, elle pose problème, à mon avis, sur le fait qu'il s'agit d'une idée dépolitisante. Quand vous entendez François Ruffin, qu'est-ce qu'il dit là ? Il dit, face à l'urgence, face à l'extrême droite, c'est très compliqué, il faut une candidature unique, sinon on va perdre. Donc déjà, porter cette idée est à mon avis dangereuse, parce que ça veut dire que, en gros, on habitue l'électorat de gauche à dire que si ça n'est pas le cas, et ça risque fortement de ne pas être le cas, c'est terminé. Misons sur la défaite. C'est un défaitisme qui, à mon avis, est déstabilisant. Deuxièmement, je rappellerai que même dans des systèmes où il n'y a pas de multiples candidatures, par exemple le système américain, on a vu une candidature unique qui était sur le fond extrêmement faible, c'est-à-dire du point de vue d'une proposition de justice sociale qui parle à un certain nombre de catégories, notamment les catégories populaires. Je rappelle, Bernie Sanders avait dit la classe populaire a abandonné les démocrates parce que les démocrates l'ont abandonné. Et une seule candidature ne suffit pas. Face à l'extrême droite, qui a un véritable risque qu'il faut prendre au sérieux, ce que dit d'ailleurs Madame Castet aussi dans sa lettre, elle dit face à l'extrême droite, il faut vite l'unité. Mais l'unité sur quoi ? Encore une fois, c'est ça la clé du problème. Et Jean-Luc Mélenchon, il a ce double avantage d'avoir effectivement une histoire comme candidat, une incarnation qui a été plutôt réussie, en tout cas sur certains aspects au niveau électoral, et d'autre part, encore une fois, un programme qui représente, qui joue une corde sensible
dans le débat à gauche, c'est-à-dire un programme de rupture qui est assumé, avec des propositions qui sont, un début de rupture avec l'ordre néolibéral actuel, avec des réformes un peu, fondamentales. Il parle de réformes institutionnelles. En gros, une politique qui n'est pas juste un accompagnement de la crise politique que l'on suit aujourd'hui, de la crise économique, mais des propositions pour stopper les 30, 40 dernières années de politique d'austérité et de casse des services publics pour autre chose. Donc, de fait, il a une chance. Maintenant, l'unité, elle peut être conquise. C'est-à-dire qu'on verra, dans la dynamique de ce qui sera le débat à gauche, si les uns et les autres rejoindront ou non des camps. Je rappelle que, par exemple, en 2017, Yannick Jadot était candidat, et puis il s'est retiré en faveur du candidat Benoît Hamon. Bon, donc on verra quelles sont les unités. Est-ce que les unités, elles se prennent sur le terrain parce qu'il y a quelqu'un qui a de la dynamique et que la dynamique va à la dynamique, ou est-ce qu'on va perdre 2 ans à discuter de ces questions et au final pour ne pas avancer? Parce qu'encore une fois, je veux dire, quand M. Ruffin parle d'une candidature unique, d'un côté, vous avez Glucksmann qui dit « ça ne sera jamais avec la France insoumise, pas d'accord national ». On va en parler. De l'autre côté, il y a la France insoumise qui dit « ça ne sera plus avec le Parti socialiste en vertu de leur soutien critique au gouvernement ». Vous demanderez à M. Ruffin, et je pense qu'il dira « la France insoumise peut-être, mais il ne faut pas que ça soit Mélenchon ». Donc, beaucoup de paroles pour peu de choses. Parce que selon toi, en fait, ce discours d'union de la gauche, il n'est pas forcément utile à l'heure actuelle. Et c'est pas forcément ce que la gauche réussira. La gauche réussira à aller à la présidentielle 2027 sans cette union. Il faut que le discours sur l'union, il soit encore une fois rempli de sens. Moi, j'ai jamais dit que l'union c'était en soi un problème. J'avais soutenu, par exemple, l'initiative de la NUPES parce que je pensais qu'à l'époque, dans le contexte qui était celle d'élections législatives, après une forte progression d'une gauche un peu de rupture à la présidentielle, c'était un moment qui permettait d'enclencher une dynamique. À l'époque, la campagne, c'était « nommer votre Premier ministre vous-même », etc., en mettant M. Mélenchon. Le nouveau Front populaire, pareil, dans des circonstances particulières. Une annonce d'une vague brune du Rassemblement national qui n'a pas véritablement eu lieu, mais qui a quand même marqué une progression très importante, donc un risque réel. Une division de la gauche qui a pu être surmontée sur le moment, avec, sur le moment aussi une question intéressante. C'était une unité où on essayait d'aller au-delà de l'union des partis, des organisations, et avec une participation de branches du monde associatif, de branches du monde syndical, avec l'idée que si ces personnes et ces organisations participaient, elles pourraient soutenir une autre forme d'unité, une forme qui pourrait continuer à mobiliser. Très vite, après les élections, ces participations associatives, syndicales sont tombées. Donc la question de l'unité, elle peut se poser, elle est une tactique, voire parfois une stratégie importante, mais elle doit se remplir de fond politique sur les grandes questions à trancher. Et là, on a énormément de travail. Donc avant de se poser la question de l'unité, et puis après on verra sur quoi et pourquoi et comment et par qui, il faut peut-être se poser la question de quels sont les critères sur lesquels la gauche peut avancer, discuter, débattre, parce qu'il n'y a pas de problème à avoir des désaccords. Mais comment on les tranche? Et c'est pour ça que derrière, souvent, ce discours, on ressort la question d'une concertation de partis, ce qui est absurde. Mettez-les dans une salle si vous voulez, enfermez-les comme un conclave. Je ne suis pas sûr qu'ils sortent avec un accord tout d'un coup, parce qu'ils représentent des traditions, des courants politiques très différents. Et deuxièmement, la question des primaires, qui est en fait la seule idée qui est ressortie à chaque fois pour dire on va trancher comme ça. Et on pourrait peut-être dire quelques mots là-dessus, mais juste pour l'ironie, j'ai vu que la lettre de Mme Castet a été partagée par M. Alexis Corbière, que je disais tout à l'heure, qui est partisan lui aussi de l'unité pour l'unité, puisqu'il n'a pas d'autre choix. Il est dans un micro-parti aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez, Alexis Corbière, il a écrit un livre qui s'appelle « Le piège des primaires » en 2016. Mais vraiment un livre qui cible une dizaine d'arguments sur pourquoi les primaires sont un problème, pourquoi ça efface le contenu programmatique, pourquoi ça met en avant des individus qui vont, par le système de starification médiatique, ensuite retirer l'attention. Et il n'a pas tort. Est-ce qu'on se rappelle que Vincent Peillon était candidat à une primaire? Sur quel programme? Est-ce qu'on se rappelle de la différence qu'il y avait entre Arnaud Montebourg et Benoît Hamon dans le cadre des primaires? Bon, voilà, les primaires, ça va être la dernière pierre. Et donc, l'unité, quand c'est pas une stratégie, quand c'est une option qui a juste pour but de dire qu'il faut absolument refuser, encore une fois, le leadership d'une organisation et d'un parti qui a, jusqu'à présent, systématiquement, envers et contre tous, réussi à s'imposer à gauche, elle me semble un peu courte sur patte.
On a parlé rapidement de Raphaël Glucksmann. Lui a déjà annoncé vouloir aller en solo aux municipales qui auront lieu, je le rappelle, en 2026, avec évidemment en ligne de mire derrière la présidentielle de 2027. Interviewé par l'Opinion, Aurélien Rousseau, député Place Publique, a déclaré « La force d'entraînement de Raphaël dépasse les contrées de la gauche. Il ne s'agit pas de patauger dans le grand bouillon de l'appel à l'unité de la gauche qui ne veut rien dire si on n'a pas tranché d'abord ce qu'est être de gauche aujourd'hui. » Qu'est-ce que ça dit, selon toi, cette annonce de candidature en solo ? Qu'effectivement, Raphaël Glucksmann. Et vous êtes d'accord sur le fond de l'unité de la gauche sans programme, ça ne veut rien dire finalement. En tout cas, Raphaël Glucksmann, il doit compenser quelque chose. C'est que pour moi, par exemple, ça n'est pas un homme de gauche. Il s'est plutôt illustré jusqu'à présent par des positions inverses à son camp social. Et en plus de ça, il a un déficit de légitimité sur le plan national, puisque c'est quelqu'un qui se fait élire au Parlement européen et qui est beaucoup intervenu sur des sujets internationaux européens, mais qui a jusque-là délaissé largement la question du plan national, de la politique nationale, où quand il l'a fait, il a pris souvent position contre les propositions d'alliance à gauche. Il l'a fait contraint et forcé dans le cadre du nouveau Front populaire, mais regrettant d'avoir peu de place, parce qu'il ne pesait, encore une fois, pas grand-chose. Donc, le fait qu'il veuille se présenter n'est pas une surprise. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord sur... D'abord, on tranche, ensuite l'unité. Je pense que Raphaël Glucksmann veut tester par là la résistance du ventre mou macroniste. Ce que je veux dire, c'est qu'il le dit, Aurélien Rousseau, en disant ça va au-delà de la gauche. Aurélien Rousseau, on rappelle qu'il a été ministre macroniste, ministre de la Santé, et directeur de cabinet d'Elisabeth Borne lorsqu'elle a utilisé une vingtaine de 49.3 pour fusiller la démocratie au Parlement. Donc, c'est pas n'importe qui. Et il pense qu'il y a une possibilité d'avoir une forme d'incarnation progressiste de type début du macronisme, social-libéralisme tempéré. Et en faisant ça, il veut essayer de voir, de tester le potentiel que ce bloc-là, social-progressiste, pourrait avoir. Finalement, c'est ce qu'il a fait depuis le départ, Raphaël Glucksmann. À chaque fois qu'il y a eu des débats à gauche, il a pris position contre le NFP, qui était en fait... le rassemblement de la gauche sur la base du rapport de force qui mettait en avant la gauche de rupture. Et il a toujours tenté de ramener la gauche vers une option centriste assez pâle. Et du coup, quand il dit on veut tester, il veut plutôt tester ça. Il veut tester s'ils ne sont pas en train d'avoir une illusion sur le fait qu'ils pourraient rassembler et tester le fait qu'ils puissent aller rassembler ou en tout cas piquer des électeurs macronistes déçus après 2 quinquennats ou un quinquennat et demi marqué très à droite. Quelle pourrait être la position du PS, selon toi, tiraillée entre la ligne de gauche et celle de centre-droit, qui se rapproche plus, comme tu l'as dit, d'un Glucksmann ou même de Macron ? On l'a vu et on l'en voit dans les péripéties de l'actualité que le Parti socialiste est à minima scindé en deux. En vérité, si on regarde de façon un peu précise, il y a plus de courants à l'intérieur du Parti socialiste. Mais en gros, les partisans de l'opposition à Olivier Faure ont annoncé là que pour leur congrès, ils se réunissaient tous pour en finir avec Olivier Faure. Donc vous avez eu un Parti socialiste qui est scindé entre, d'une part, l'option Olivier Faure, qui est quelqu'un qui a compris que pour ne pas disparaître, ce qu'il a dit lui-même, texto, ils avaient besoin... paraître plus à gauche en tout cas, de s'engager sur des fronts plus à gauche, sans que lorsque vraiment les questions étaient posées, la censure, la question du soutien au budget, il ait réussi à tenir sa parole, puisque c'était un effet d'annonce. Et de l'autre côté, des gens qui n'ont jamais renoncé à l'idée que la voie pour le pouvoir à gauche, c'est une option centriste de type François Hollande. Donc, c'est difficile de gager d'une unité du Parti socialiste. On va voir ce que le Congrès donne. On va voir s'ils vont se passer d'Olivier Faure et retourner à leurs vieilles illusions hollandistes. Ce qui est sûr, c'est que on ne pourra franchement savoir qu'après les élections municipales. Parce que le détail sur la question des municipales, c'est qu'en vérité, il existe peu de partis qui ont des postures nationales. Vous regarderez en fonction des agglomérations, de la taille des communes, des pratiques locales, des traditions, vous avez généralement des positions et des stratégies différentes. Et ça vaut pour le Parti socialiste, mais ça vaut également pour le Parti communiste, qui peut avoir différentes alliances en fonction des municipalités qu'il gère. Ça vaut aussi pour les écologistes. Et là, on verra la France insoumise qui prétend avoir une ligne nationale à ce niveau-là. Ils ont dit qu'ils seraient ouverts aussi à certaines alliances. Donc,
On verra bien, mais voilà, le problème c'est que là on est en suspens sur l'avenir du PS et de sa ligne, mais à mon avis, elle est de toute manière probablement à voir, enfin l'avenir du PS sera sans doute en dehors d'un rassemblement avec la France Insoumise, parce que même si Olivier Faure ne l'assume pas comme tel, aujourd'hui il a plus ou moins écouté son aile droite et il a été obligé de céder là-dessus pour ne pas paraître, trop inféodé, ou en tout cas un mot comme ceci, parce que je cite inféodé parce qu'il y a eu plein de ses camarades qui lui ont dit qu'il était soumis, critique, etc. Donc c'est pour ça que je dis ça. On va continuer à parler des municipales. Comme tu l'as dit, la France Insoumise qui commence à se préparer à cette élection. On écoute Clémence Guettet qui parle de ce sujet. On va avoir on a proposé des discussions nationales avec les forces politiques du Nouveau Front Populaire pour essayer d'avoir un accord global, de discuter du programme, etc. Pour l'instant, ça patine, on va dire. Ce qu'on veut, c'est que ce soit pas un accord... renvoyer vers des accords au cas par cas, ça donne souvent la France Insoumise voiture-balai, notamment des baronnies socialistes qui sont là depuis je ne sais combien de temps, qui veulent bien souvent nous avoir sur les listes, enfin pas toujours, mais voilà, souvent. Nous, on veut aussi pouvoir mener des listes, mener des campagnes. On pense qu'on a la prétention de le faire vu les différents scores. Donc il va y avoir des discussions aussi départementales. Moi, je suis persuadée que dans plein d'endroits, il va y avoir des accords pour faire des listes. Peut-être pas périmètre Nouveau Front Populaire complet, ça dépendra peut-être des fois. Mais il y a plein de fois où il y aura des listes communes. Il y a des fois aussi où, à défaut, et parce que parfois on s'oppose à des gestions municipales telles qu'elles ont été effectuées avant, où il y aura des listes insoumises, en effet, autonomes. Et puis ensuite, il y aura des accords d'entre-deux tours pour aussi affronter le danger d'extrême droite là où il sera et comme il sera, et on espère qu'il sera le plus bas possible, ou des listes de droite et de la Macronie de la même façon. Donc il faudra aussi se mettre d'accord avec la configuration du second tour. Alors voilà, on sent que le parti est un peu plus préparé qu'en 2020. En tout cas, c'est ce que Clémence Guettet semble nous le dire. Les Insoumis avaient raté leur pari municipal en 2020, on se rappelle. Comment est-ce que tu sens ces municipales de 2026 ? Est-ce que, selon toi, le PS va continuer à dominer ces élections, comme ce fut le cas au cours des élections précédentes, parce qu'ils ont un vrai ancrage territorial ? Bon, c'est extrêmement difficile à prédire. Je rappelle que d'ailleurs, même dans le cadre des instituts de sondage ou pour les législatives, déjà, on a des difficultés de projection parce qu'il y a énormément de facteurs locaux qui peuvent compter. Et effectivement, le fait d'être d'un héritage politique long, parce que le mouvement socialiste en France, c'est plus que centenaire. Donc, ça va être compliqué à voir. Juste sur cette question de 2020, la France Insoumise ne réussit pas. Je pense qu'au-delà de ne pas réussir, ils ont surtout enjambé. C'est-à-dire qu'après 2017, ils ont clairement fait le choix de dire, bon, cette fois-ci, on passe notre... Ils ont à des endroits présenté des listes quand même, mais je veux dire, ils n'avaient pas une stratégie concertée comme ils l'ont fait aujourd'hui en sortant, des propositions, des outils politiques de constitution de listes et de programmes avec un cadrage national, en fait, si vous voulez, des programmes qu'ils veulent proposer. Et du coup, là, il y a un enjeu pour eux, pour commenter ce que dit Clémence Guettet, qui est de s'implanter alors que jusqu'à présent il n'avait pas fait. Et c'est la difficulté qu'ont les partis qui sont assez récents dans le champ politique. Je rappelle que également Emmanuel Macron était tenu en échec quant à l'implantation de son parti ou de son mouvement, assez flottant également, à l'intérieur des municipales. Donc les municipales, faut voir dans quel contexte elle arrive déjà, parce qu'on va voir dans quel contexte politique, est-ce qu'il y a des mobilisations sociales, est-ce qu'il y a un renouveau d'une contestation du gouvernement sous la forme, je ne sais pas d'où ça pourrait partir ou pas. Je rappelle qu'à l'automne prochain, il va y avoir de nouveau une discussion budgétaire extrêmement importante qui va de nouveau rejouer la question de motion de censure potentielle, de chute ou non du gouvernement Bayrou. Donc, dans quel contexte arrivent les municipales ? Deuxièmement, ce qu'il faut être sûr, c'est que, à mon avis, le nouveau Front Populaire, qui est déjà mort-né aujourd'hui, risque de ne pas survivre aux municipales. Parce que la division va être effective. On va voir à tels endroits et tels endroits des organisations miser sur telle alliance plutôt que telle alliance. Ça risque de remettre en cause ce côté « nous sommes tous ensemble » et ancrer une forme de division.
Et en même temps, peut-être qu'il n'y aura pas de cohérence nationale. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que dans les municipales, vu qu'il y a un affrontement réel aujourd'hui entre une partie qui entend incarner une gauche de rupture et de l'autre côté une gauche plus modérée, d'accompagnement assez traditionnel, que les listes se répartiraient un peu dans ces deux camps et que ce serait une bataille entre comment trancher à gauche, on voit qui gagne. Je crois que ce n'est pas vers ça qu'on s'avance, parce qu'il manquera de cohérence au niveau national pour pouvoir dire « Ah oui, il s'est passé ci et ça ». Donc les municipales arrivent en tout cas comme une étape importante, puisque ça pourra quand même gager de la dynamique que la France Insoumise ou d'autres vont avoir par rapport à ces élections qu'ils ont enjambées en 2020. Et deuxièmement, je dirais que ça va être un moment potentiellement de règlement de compte, et donc faut voir. Ça n'empêche que les élections municipales, ça reste important. C'est-à-dire que pour pouvoir penser la prise de pouvoir, ne pas avoir d'implantation dans un certain nombre d'échelons locaux de l'appareil d'État, ça semble être un défaut. En tout cas, il y a peu d'organisations qui arrivent à le faire. Je remarque d'ailleurs que la Macronie a d'abord eu le pouvoir d'État via la présidentielle et l'Assemblée nationale. Localement, ouais. Merci beaucoup, Paul, pour ces éclairages.